Bonsoir, nous sommes très tôt le matin du 15 août 2014 et je voudrais vous parler d'astrologie indienne. J'écris des articles d'ailleurs sur ce sujet, donc j'ai l'habitude de reprendre en vidéo un certain nombre de textes de développement que je fais par écrit. Pas systématiquement, mais enfin ça arrive souvent, parce que certaines personnes préfèrent me lire sous une forme plutôt que sous une autre, et puis les deux se complètent. En 1976, j'ai fait un voyage d'études, invité par un astrologue qui venait souvent en France, Chandrasekhar Thakur. Et donc il m'invitait en 1976 à, à Bombay. Et ensuite je descendis sur Bangalore, où je passais quelques temps avec B.V. Raman. Et je fis des conférences là-bas sur l'astrologie hindoue, justement, avec en quelque sorte l'exposé de mon regard d'astrologue occidental un peu structurant sur l'astrologie hindoue, en disant qu'il y avait des choses qu'il fallait un petit peu corriger et rectifier. Il est vrai qu'à l'époque, dans les années 60-70, on était en pleine démarche structuraliste dans le milieu astrologique francophone, et donc on essayait de retrouver les structures sous-jacentes des différents systèmes, des différents dispositifs astrologiques. C'est ainsi que, en revenant de l'Inde, j'avais le projet de faire la traduction d'un grand traité d'astrologie de Vara Mihira, le Brihad Jataka. Voilà le volume que j'avais ramené d'Inde d'ailleurs, et que j'ai d'ailleurs traduit en français, d'anglais en français, mais qui n'est jamais paru. Je crois que j'en ai fait paraître des passages dans certaines revues, peut-être, je ne suis plus très bien. Et donc dans ces conférences, euh, j'avais notamment fait la critique d'un dispositif qui était celui des dashas, et qui comporte donc 9 facteurs, les luminaires, les 5 planètes et les deux nœuds lunaires, qui fait 9. Et donc il couvre en globalement 120 ans. Alors j'ai montré que si on mettait d'un côté la Lune, Mercure, Vénus et le Soleil, on avait 53 ans, d'après leur système à eux. Et si on mettait Mars, Jupiter et Saturne, on avait également 53 ans, plus 7 ans, et ça faisait 60 multiplié par 2. Mais à condition d'intervertir le d'achat de Mars avec celui d'un des deux nœuds lunaires. Et donc, je leur disais qu'il devait y avoir, et c'était donc dû produire une erreur dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'ils en aient tenu compte, je pense qu'ils sont très contents avec leur façon de travailler, mais à cette époque-là, j'espérais que les rectifications structurelles pouvaient être prises en compte par les praticiens. Alors, je crois que ce qui est intéressant dans le cas de l'astrologie hindoue, c'est de signaler notamment euh, que le point de départ de cette astrologie hindoue fait problème. Alors, je lisais tout à l'heure à la Bibliothèque nationale un ouvrage d'Étier sur cette astrologie. Il disait, ben oui, on prend une étoile de la constellation du Bélier pour constituer les 12 signes zodiacaux de 30 degrés. Parce qu'en fin de compte, cette astrologie ne tient pas compte réellement des constellations. Ils partent d'une étoile, et puis après, au lieu de partir donc du point cardinal, ils partent d'une étoile, puis après, c'est la division en 12 parties égales. Et ils ont choisi une étoile de la constellation du Bélier. Or, je crois qu'il est bien plus sage de prendre une étoile de la constellation du Taureau, notamment Aldébaran, comme point de départ. Vous savez que là, on est en plein dans un débat que je voudrais développer lors d'un colloque qui aura lieu à la fin de l'année 2014 et qui
qui abordera justement ces différents problèmes, de point de départ notamment. Alors, il semble préférable de prendre non pas Aswini mais Rohini comme étoile fixe qui pourrait servir au système zodiacal. Donc voilà encore une proposition de rectification et de correction qui paraît nécessaire. J'ai aussi remarqué une chose intéressante, entre autres, c'est que les hindous attribuent des signes aux nœuds lunaires, qui sont en fait le Verseau et les Poissons. Et je me suis demandé si les astrographes anglais qui ont attribué, parce que ce sont les Anglais surtout qui ont fait ce travail, qui ont attribué Uranus et Neptune aux signes zodiacaux qui sont le Verseau et les Poissons, n'ont pas transposé ce qui était déjà accepté pour les nœuds lunaires. Donc, en fin de compte, on aurait attribué à Uranus et Neptune les domiciles de Rahu et Ketu, qui sont les deux lunaires de l'Inde, et qui, on pourrait penser quelque part, les deux planètes transsaturniennes correspondaient symboliquement aux deux nœuds lunaires qui en auraient été des avant-coureurs. Donc on a un système à 9 planètes, à 9 facteurs, en astrologie hindoue, qui ne tient pas compte d'Uranus et Neptune, mais qui tient compte des nœuds lunaires. Et je pense qu'en fin de compte, on devrait s'en tenir là, puisque on sait que Pluton n'est pas acceptable, que les astéroïdes ne sont pas acceptables. Donc en fin de compte, on se trouve bien en face d'un système à 9 facteurs. Alors dans le cas de l'astrologie hindoue, ces 9 facteurs sont associés avec 28 ou 27 nakshatras, astérismes, et donc on a 3 fois les 9 facteurs qui se suivent. 9 plus 9 plus 9, ça fait 27. Voilà un certain nombre de choses que j'ai donc trouvées sur l'astrologie hindoue. Qu'est-ce que j'ai encore écrit tout à l'heure récemment à ce sujet? Je crois qu'effectivement, il faudrait recentrer l'astrologie hindoue sur les étoiles fixes royales. Ça me paraît clair. Hein. Et le point de départ du zodiaque sidéral doit être Aldébaran et non pas le Bélier. Alors, bon, je comprends qu'on pense. Donc, ce qu'on appelle l'Ayanamsa en astrologie hindoue, en réalité, c'est le décalage entre le début de la constellation du Bélier et le point vernal qui s'appelle le Bélier en astrologie tropicale. Mais je ne vois aucune raison de s'en tenir là. Le zodiaque des constellations n'est pas fonction de la constellation du Bélier. Et autrefois, à mon avis, c'était la constellation du Taureau qui était déterminante, la constellation avec Aldébaran. Donc là aussi, il y aurait des corrections à apporter qui me paraissent indispensables. L'astrologie hindoue reste très marquée par l'astrologie grecque et par le tétrabible. On y retrouve les doubles domiciles. On retrouve beaucoup de vocabulaire d'origine grecque. Hein, dans le Brihaджataka de Varamira, il y a beaucoup d'éléments grecs qui apparaissent. Hein. Notamment, on parle des Yavanas. Yavanas, ça veut dire les Grecs. Yavan. Moi-même, j'ai commencé l'astrologie hindoue au début des années 70, donc bien avant mon voyage en Inde. Je ne sais plus pourquoi, enfin, ça s'est produit, ça avait lieu à l'église américaine, à la Société de théosophie Square Rap, avec Michel Bustros, qui travaillait d'ailleurs avec Volgin à l'époque. Et c'est comme ça que je me suis initié à l'astrologie hindoue.
parallèlement. C'est là que j'ai rencontré Francis Buc et puis Jean-Claude Durand, que je continue à fréquenter chez Didier Gélin. Donc ça ne nous rajeunit pas, parce que ça fait quand même plus de 40 ans que ma rencontre à l'astrologie hindoue s'est faite. Je crois que c'était en 71, 72, je ne me souviens plus très bien. Récemment, je me suis beaucoup intéressé aussi à l'astrologie chinoise. L'astrologie chinoise, notamment avec ses 5 éléments. J'ai relu aujourd'hui d'ailleurs Yuan Kermadec sur les 8 signes, puisqu'il met en avant l'histoire des 8 signes. L'astrologie chinoise, il est évident que les 5 éléments, mais enfin on peut les appeler autrement, correspondent aux 5 planètes en dehors des luminaires. Il ne faut pas se diviser, c'est tout à fait évident que c'est de cela dont il s'agit, c'est de ça dont il s'agit. Bon, cela dit, l'astrologie indienne est surtout axée sur la Lune. Ce que j'apprécie beaucoup à l'astrologie indienne, même si ça paraît un peu maladroit, c'est l'idée d'attribuer au dasha les 9 facteurs dont on a parlé tout à l'heure. On ne les attribue pas, bien évidemment, sur la base de leur position dans le ciel, ce sont des attributions purement symboliques. Un peu comme le système dont se servait Nostradamus et qui reprenait le tritème, c'est-à-dire avec les 7 planètes qui chacune faisait 354 ans, et bien entendu, ça n'avait rien à voir avec la réalité astronomique. Donc, on a souvent ironisé sur le rapport un peu fantaisiste des astrologies asiatiques, indiennes et chinoises avec le vocabulaire astronomique. Mais à mon avis, ça n'est pas si bête que cela, parce que cela permet à l'astrologie chinoise, à l'astrologie indienne par contre, et à l'astrologie chinoise aussi, enfin, ça permet, à partir d'un élément comme la Lune, qui n'est pas assimilable à une planète normale, d'ailleurs même Nicolas ne l'intègre pas dans son RET, avec ses 3 fois 3 planètes. C'est un facteur qui est très mobile, très rapide. D'ailleurs, Dan Ruyer s'y intéresse beaucoup, quitte à faire une lune progressée qui met 30 ans quand même pour faire le. Donc finalement, qui revient à peu près à Saturne. En fin de compte, la lune, derrière la lune, il y a Saturne quelque part. Hein. C'est évident. Mais moi, je préfère, tant qu'à faire, plutôt qu'utiliser la lune et y mettre des correspondances plus ou moins fantaisistes de un jour pour un an, je préfère carrément utiliser le cycle de Saturne. Et d'utiliser en l'occurrence en conjonction avec Aldébaran, si on veut faire un cycle de 30 ans et diviser en 2 temps de 15 ans, ou si on veut diviser en 4 temps de 7 ans. Donc je disais que l'astrologie chinoise m'a beaucoup inspiré aussi parce que elle est binaire, cette astrologie chinoise. Par exemple, un cycle pour elle, il y a une partie yang et une partie yin. Bon, je ne me souviens plus très bien dans quel ordre ça se fait, mais j'ai fait une interview de Madame Pertu, je crois que vous la trouverez sur YouTube, Perthu, Annick Pertu, où c'est décrit de manière assez intéressante ce qu'elle me dit. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, je veux dire les choses très clairement et très simplement, à la base, il faut un seul facteur qui fasse le tour du système, que ce soit la Lune ou Saturne, peu importe, à la limite, de toute façon ça revient à peu près au même sur le plan en tout cas numérique, et il va, comment dirais-je, passer par des secteurs successifs qui seront marqués par telle et telle énergie, mais qui ne seront pas des planètes. Un seul facteur peut suffire, et c'est ce qui est bien resté dans la tradition de l'astrologie indienne. On fait bouger la Lune,
Et la Lune, eh ben, elle passe d'un d'achat marqué par telle planète à un autre d'achat marqué par telle autre planète, mais ce ne sont pas des planètes, ce sont des références, des analogies, mais ce ne sont pas des planètes véritablement. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'intérêt qu'il y a à, à ne pas utiliser de façon pratique les planètes véritablement, parce que ça crée une véritable confusion. Les astrologues hindous et chinois ont compris qu'il était suffisant d'avoir un facteur qui avançait et qui passait à travers tout ce qu'on voulait, les différents secteurs, etc., et qui restait chaque fois un certain temps. Moi, je préférais que ce soit d'ailleurs d'un temps relativement égal, ce qui n'est pas le cas des Dachas, mais enfin, c'est un autre problème, plutôt que d'avoir comme introduit occidental une foule de planètes qui vont dans tous les sens, qui passent chacune dans le zodiaque, qui se croisent, qui s'entrecroisent. Là, de ce côté-là, franchement, on aurait beaucoup à prendre à cette astrologie-là, même s'il a des côtés effectivement un petit peu artificiels. Moi, je suis né à l'astrologie dans les années 60-70, où on ne cessait de faire la guerre au CIA, etc., en disant, voilà, on n'a pas le droit d'utiliser quand on parle de planètes, il faut voir les planètes, il faut calculer les planètes, il faut voir où elles se trouvent. On n'a pas le droit d'employer le mot planète sans que ça renvoie immédiatement, ipso facto, à des données planétaires, à des éphémérides. Je crois que ça, c'est une idée dont il faut revenir.